Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Et ce mois-ci, l'émission vous emmènera dans un monde minéral à la découverte de nos trésors géologiques, mais pas que. Et pour explorer la question autour de moi, fidèle au poste, Julien, bonjour. Bonjour tout le monde. Damien. Bonjour à toutes et tous. Clément à la technique. Salut. Et un invité que vous allez rencontrer très vite. C'est Manon qui vous parle et la parenthèse scientifique, c'est maintenant et c'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science? Et notre invité du mois, c'est Patrick De Wever. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Patrick, vous êtes géologue et même paléontologue spécialiste des radiolaires. Après avoir été chercheur au CNRS pendant 20 ans sur cette discipline très spécialisée, vous intégrez le Muséum national d'histoire naturelle à Paris en tant que professeur en 1995 et élargissez vos domaines d'action. Vous y êtes aujourd'hui professeur émérite et avez entre autres été responsable de l'inventaire national du patrimoine géologique, où vous êtes toujours d'ailleurs très investi. Passionné non seulement par la géologie, mais aussi par sa transmission, vous participez à l'élan national de vulgarisation des sciences de la Terre, en participant à de nombreuses émissions et conférences, et en publiant des ouvrages grand public, ou même spécialisés, et même en fournissant chaque année un livret d'anecdotes géologiques aux commentateurs du Tour de France. Patrick, pour commencer, qu'est-ce que c'est un paléontologue ? Un paléontologue, c'est souvent décrit comme un coureur de Garenne. Vous savez, c'est ces gens un peu bizarres qui, par tous les temps, courent pour trouver des petits cailloux, alors ils fouillent dans la boue, etc. Ça, c'est quand on regarde de l'extérieur. Mais en fait, pourquoi ils sont passionnés? Alors, souvent, ce sont des passionnés. C'est parce qu'ils arrivent à lire à partir des restes d'organismes, ce qu'on appelle des coquillages. À partir de ça, ils arrivent à lire les conditions de vie, à reconstituer des milieux anciens, à voir comment ça vivait, etc. Alors on dit, les paléontologues, ils s'intéressent qu'à des choses mortes, oui, mais ils font jouer leur imagination et ils permettent de découvrir des mondes tout à fait inimaginables, tant ils sont anciens. Ce qui était vivant autrefois. Alors, Manon nous dit, vous êtes spécialiste des radiolaires. Mais du coup, question, que sont les radiolaires et qu'est-ce que leur étude a apporté à la géologie ? Alors d'abord, qu'est-ce que tel objet apporte à la géologie ou à autre chose? Je n'aime pas trop cette question, je vais vous dire, parce que qu'apporte la réalisation d'une peinture ou d'un morceau de musique? Qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? Déjà, ça apporte du plaisir et la science, simplement, se pose des questions en elle-même. Alors maintenant, pour répondre à votre question plus précisément, les radiolaires, ce sont des organismes du plancton marin, qui vivent en surface des océans. Alors, vous pouvez regarder autour de vous, il est dit partout que ça vit au fond de l'eau. C'est pas vrai, ça vit en surface comme tout le plancton. Et ce sont des tout petits organismes microscopiques. Ils sont tout petits, mais ils sont très abondants. Et souvent, on oublie que l'important dans la biodiversité, ce n'est pas la taille, mais c'est le nombre. Parce que ces petits organismes qui sont tout petits, parfois ils pullulent tellement qu'ils sont mangés par d'autres organismes, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Mais, alors c'est amusant, parce qu'ils sont mangés par des petits organismes, ils les mangent pour digérer la matière organique. Mais la matière non digeste, ils la rejettent. Ils la rejettent dans ce qu'on appelle des rejets fécaux, quand on est correct, ou des pelotes fécales, quand on est correct. Quand on est moins correct, on dit dans les petites crottes. Et ces petites crottes s'accumulent au fond de l'océan, et il y en a tellement que ça arrive à faire des couches épaisses, des centaines de mètres d'épaisseur. Donc ça, c'est vrai pour les radiolaires, qui, eux, ont une coque siliceuse. Alors, qu'est-ce que ça apporte à la géologie? D'abord, un ravissement pour la personne qui peut les observer. C'est tout simplement beau. C'est merveilleux. Vous les observez comment? Alors, on les observe au microscope. D'accord. Alors, on les observe au microscope avec même des microscopes un peu puissants. Et c'était l'une des frustrations de ma vie, c'est que je voyais de très belles choses. Et vous savez, c'est comme une bouteille de vin ou un bon repas. Pour vraiment l'apprécier, il faut pouvoir dire à quelqu'un, en donnant un petit coup de coude, tu as vu comme c'est beau. Et là, on ne pouvait pas le faire. Je le montrais parfois à des collègues, mais c'était jamais en même temps. C'était lui, c'était moi, c'était lui, c'était moi. Et donc, ce n'était pas un partage vrai. Et pour moi, c'était une frustration.
Et c'est pour ça que j'en ai fait un livre, Merveilleux microfossiles, parce que c'est beau. Maintenant, la dernière partie de la question, celle qui m'avait fâché. Qu'est-ce que ça a apporté? Ben, ça se dépose dans des océans très, très profonds. Hein, ça vit en surface, mais ça peut aller jusqu'au fond, justement parce que c'est dans des petites crottes, sinon ça serait dissous avant. Mais comme c'est une petite crotte, ça fait une masse beaucoup plus lourde, donc ça descend plus vite et ce n'est pas dissous. Et ça repose, par exemple, sur les basaltes des fonds océaniques. Et on retrouve ces sédiments-là, sa forme radiolaire, la roche s'appelle une radiolarite. Et on retrouve ces radiolarites entre les pilots. Vous voyez ce que sont les pilots, hein, ce sont des petits oreillers en basalte. Et entre les oreillers en basalte, il y a des petits joints, des sédiments. Et là, on trouve donc des radiolarites. Et donc, ça permet de dater ces coulées. C'est pour ça que, par exemple, ce qu'on appelle les roches qui se sont formées au fond de l'océan, les basaltes qu'on trouve en haut du mont Genèvre, eh bien, on a pu les dater pour la première fois grâce à ces petits organismes parce qu'ils sont différents. Et donc, on arrive, maintenant, quand on les retrouve, à donner l'âge. Et c'était la première fois qu'on pouvait donner un âge direct, par exemple, à ces basaltes du mont Genèvre. Ok, merci. Et si on remonte à la surface maintenant, nous on habite une fantastique région, Drôme-Ardèche. Et que pouvez-vous nous dire de la géologie locale en Drôme-Ardèche? Par exemple, quelles sont les spécificités géologiques de cette région? Ou encore, quels fossiles peut-on avoir la chance d'observer? Alors d'abord, si je vous dis qu'il n'y a rien d'intéressant en Ardèche, vous allez tous être mécontents. Donc oui, c'est merveilleux. Mais en plus, c'est vrai. Alors qu'est-ce que ça apporte? Je vais dire schématiquement déjà deux grandes choses. Ce sont des sédiments calcaires, des deux côtés, Drôme, Ardèche, toute cette région. Tous les calcaires sont dus à la vie. Ouais. Tous les calcaires sont dus à la vie. S'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas de calcaire. Et en plus, chez vous, il y a des organismes un peu spéciaux, enfin même très spéciaux, que l'on trouve dans Drôme et en Ardèche, ce qu'on appelle des ammonites. C'est l'emblème du fossile, enfin de l'objet de paléontologie. Et il y en a beaucoup des deux côtés. Ensuite, il y en a tellement que l'échelle des temps géologiques, c'est quelque chose d'immense. Et pour s'y retrouver, on a dû faire des découpages. Et comme on a le mètre étalon qui sert de référence pour les unités de longueur, ben en géologie, on a fait une échelle des temps géologiques et on a non pas des mètres étalons, mais des couches étalons, ce qu'on appelle des stratotypes, des types de couches. Et dans l'échelle des temps géologiques, il y en a plusieurs que l'on trouve dans votre région. Ce qu'on appelle les clous d'or, c'est au niveau international. Ce qu'on appelle les clous d'or, c'est ça? Alors, les clous d'or, voilà, délimitent certaines de ces niveaux, exactement. Et donc, il y a, par exemple, le berriasien en Ardèche, ça vient de Berrias, mais vous parlez du berriasien à un Chinois ou un Canadien, il sait exactement ce que c'est, il va vous dire c'est du crustacé, etc. Voilà. Donc, déjà, ce sont des références scientifiques internationales. En Ardèche. Waouh. Non, mais c'est vrai. Oui. Ça mérite d'être conservé, protégé, etc. Parce qu'il y va de notre responsabilité de citoyen de sauvegarder ça pour la communauté scientifique internationale. Ça, c'est pour l'échelle des temps. Mais ensuite, vous avez autre chose assez fantastique, vous connaissez tous. On voit des bancs de calcaire qui sont superposés. Et ça, ces bancs, pourquoi c'est fantastique? Mais parce que ces bancs qui ont l'air tous les mêmes ou à peu près, en fait, si on les analyse, on arrive à repérer une certaine régularité. Ouais, alors, vous parlez des bancs qui sont regroupés par 4 ou 5, pardon. Vous parlez des bancs qui sont du coup dans le sud de l'Ardèche, dans le Vercors, dans les Baronnies, c'est ça? Oui, oui, surtout dans la Drôme. D'accord. Mais aussi dans la région, mais aussi en Ardèche. Hein. Ces bancs, si on les analyse, alors beaucoup de choses qui semblent chaotiques dans la nature ne le sont pas, sont organisées. En fait, un banc correspond à un cycle astronomique du climat. D'accord. Vous voyez, donc un banc, ça fait en gros 20 000 ans. Donc si vous voyez 3 bancs, alors en famille, vous pouvez dire, ben, entre ce banc-là au niveau du petit caillou, puis là, l'autre au niveau de l'arbuste, il y a 5 bancs, ça fait 100 000 ans. On dit, waouh, balèze, comment tu fais ça? En fait, c'est l'inverse qu'on a fait. Donc, non seulement on retrouve des cycles de 20 000 ans, mais on retrouve des cycles de 200 000 ans et on retrouve des cycles de 400 000 ans. En fait, ça correspond à des variations, des positions de la Terre autour du Soleil. Hein, c'est ce qu'on appelle les cycles astronomiques connus aujourd'hui, enfin, en géologie en tout cas, comme les cycles de Milankovitch. Parce que donc, ces cycles de climat
ont fait que les climats étaient plus ou moins chauds, plus ou moins froids, etc., etc. Vous voyez, donc là, c'est vrai qu'il y a plein de choses chez vous. Oui. Donc, je serais pas mal vu quand j'irai. C'est ça. Et puis... Et du coup, vous nous avez dit pas de calcaire sans êtres vivants, en gros. Ça veut dire qu'il y a des roches qui sont issues du vivant, mais du coup, ça veut dire qu'à l'inverse, il y a des roches qui ne sont pas issues du vivant, c'est ça? Oui, oui, par exemple, des argiles, c'est pas issu du vivant. Les argiles sont issues de la composition de roches telles que des granites, etc. Dans les granites, comme D'accord. le nom l'indique, il y a des grains. Et certains grains donnent du quartz et d'autres grains, comme les feldspaths, etc., s'altèrent et donnent des argiles. Donc les argiles, c'est une dégradation de roches préexistantes. De même que le sable, c'est une dégradation de ce même granit, puisque le granit donne des grains de quartz et des argiles. Mais généralement, les argiles sont emmenées au loin parce que c'est facilement transporté par l'eau, alors que le sable se dépose plus proche. Et avec le temps, ce sable se cimente et ça devient un grès. Donc, vous avez des grès par chez nous, les grès d'anote, par exemple. Bon, ce sont des sédiments qui se sont déposés lors de, on arrive même à reconstituer l'environnement. On dit que ce sont des tempestites, c'est-à-dire que ce sont des dépôts de tempêtes. Ce ne sont pas des dépôts de fleuves tranquilles, mais c'est lors de tempêtes, il y a des enregistrements, il y a des apports énormes de sable. Donc c'est un dépôt très rapide. Et au niveau des roches aussi non issues du vivant, on peut parler des basaltes qu'on peut avoir, ou des roches volcaniques qu'on a dans le parc Oui, en Ardèche, oui, il y a des volcans qui ont donné des basaltes, mais vous avez aussi ici et là des pointements de roches qui sont issues du magma, mais elles sont remontées tout doucement, et donc elles ont refroidi avant d'arriver en surface. Et comme elles ont refroidi tout doucement, elles ont eu le temps de cristalliser, et on n'a que des grains, ce sont par exemple les granites. Et les granites qui, par altération, on répète, voilà, ça va donner du sable et des argiles, et les basaltes aussi. Alors les basaltes, c'est un magma, mais lui a eu le temps d'arriver en surface où il s'est épanché. Soit il s'est épanché et ça donne des coulées de basalte, comme vous avez sur les tables les voirons. Et vous en avez d'autres, parfois le volcan est un peu plus explosif et ça donne des cendres. Et donc vous avez des accumulations de cendres. Et d'ailleurs, vous avez à peu près, je crois, dans le nord, il y a aussi d'anciens volcans. Dans le cratère d'anciens volcans, il y avait des lacs qui se sont installés. Dans ces lacs, il y a des algues microscopiques aussi, des diatomées qui se sont déposées. Et ça a fini par former de la diatomite. Vous voyez, radiolaire, radiolarite, diatomée, diatomite. Les géologues sont des gens simples. Du coup, on voit le lien entre le vivant et le non-vivant. Et pour revenir à ça, du coup, est-ce qu'on peut faire un lien entre la diversité des roches et la diversité botanique qui s'y trouve par-dessus? Exactement. Il y a un lien très fort, et ce n'est pas seulement que botanique, c'est même moi ce que j'appelle de la géogastronomie. Ah oui, ça vous semble bizarre, mais regardez, l'Écosse, vous voyez à peu près où c'est, l'Écosse, c'est sec, ce sont des calcaires. C'est très sec, il n'y a pas d'eau. L'herbe pousse très mal, donc à peine une petite herbe. On peut nourrir avec ça, on ne peut pas nourrir avec ça des éléphants. On peut nourrir que des chèvres, que des brebis. Ces brebis, elles donnent du lait, on en fait du fromage. Ce fromage, on le stocke là où on peut, dans des cavités, en tout. Le calcaire, il est bouffé à mythe, il est plein de trous. Et le fromage, dedans, il récupère des choses qui passent. C'est ce qu'on appelle le roquefort. Et aller dans le nord-ouest, là, il y a de l'argile, beaucoup d'argile. C'est humide. L'herbe est bien grasse. Elle permet de nourrir des animaux beaucoup plus gros, des vaches. Et ces vaches, elles donnent du lait. Avec ce lait, on en fait du camembert. Si on a du roquefort, c'est parce que c'est du calcaire. Si on a du camembert, c'est parce que c'est de l'argile. Et vous regardez en Avesnois, c'est le même. Ce sont des schistes qui s'altèrent en argile. C'est humide, ça vous donne le maroilles. D'accord. Alors, de la même façon, écoutez, le truc est encore plus simple. Dans notre pays, on parle de vin et fromage. Vous savez que les vins sont déterminés en fonction du type de roche. Eh bien, il en est de même du thé. Le Deng Xiaoping ne voulait un thé que d'une seule région, qui était une région géologiquement très particulière. Donc, il y a une liaison forte. Allez, on va faire même plus simple. Vous avez des chênes kermès sur des calcaires, vous n'avez pas de sol pleureur. Le sol pleureur, vous l'avez sur les zones très humides. Donc, type de roche donne des types de plantes
Et puis, ben, les humains font une utilisation de ces choses-là. Donc, il n'y a pas le monde minéral d'un côté et le monde vivant de l'autre. Les deux vivent ensemble et ce, depuis toujours. Il y a une très forte connexion entre les deux. J'avais une question qui regroupe un peu toutes les réflexions qu'on a eues. Est-ce que la géodiversité est à l'origine de la biodiversité ou est-ce que c'est l'inverse? Les deux, mon capitaine. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. D'abord, la alors. biodiversité est apparue avant la biodiversité. Mais quand la vie est arrivée, elle a modifié l'environnement, elle a modifié les types de roches. Donc, par exemple, sur Terre, s'il n'y avait pas eu la vie, on aurait, alors de tête, on aurait quelque chose comme 1500 minéraux différents, de types différents. Puisque nous avons la vie, avec l'apparition de la vie, quand elle est devenue très abondante, beaucoup de minéraux sont apparus parce que justement, la vie introduisait de l'eau, elle introduisait de l'oxygène, etc. L'exemple le plus typique, c'est l'azurite et la malachite. Vous voyez ce que c'est? On en fait beaucoup des bijoux. L'azurite, c'est bleu azur, et la malachite, c'est un vert très joli. Et souvent, ces deux choses sont associées. Eh bien, ces minéraux-là sont apparus quand la vie est apparue, quand il a commencé à avoir beaucoup d'oxygène. Donc, la géodiversité est avant la biodiversité, mais la biodiversité a augmenté la géodiversité. L'un influe sur l'autre et l'autre influe sur l'un. Encore une fois, c'est très lié. On a besoin, nous, de séparer les deux, mais c'est parce que notre esprit ne peut pas tout traiter. Mais en fait, tout ça, ça vit ensemble. Enfin, ça existe ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire la vie a évolué, mais la biodiversité aussi. Et là, vous faites de la géopoésie, on dirait. Géopoésie, c'est peut-être ce que je dis est peut-être poétique, mais c'est pas. C'est ce que je veux dire. C'est très poétique, attention. Mais c'est vrai. Alors, on va changer un tout petit peu de milieu. On parle aujourd'hui beaucoup des énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon. Alors, première question, quel est le temps de formation de ces différentes énergies fossiles? On est sur des temps très très longs ou des choses plus courtes et comment? Nous sommes dans des temps dès qu'on parle de nature en général, on est dans des temps très longs. Très longs. L'homme pense que la durée d'une vie, c'est très long. Non, c'est très long pour lui, mais pour la nature, c'est très fugace. Alors, pour être plus précis, ça dépend des sources d'énergie fossile. Vous savez, par exemple, il y a le charbon, mais il y a aussi, quand il n'est pas complètement transformé, c'est le nom m'échappe. Mais donc, des plantes donnent d'abord de la tourbe. Alors, la tourbe, quelques décennies, quelques siècles, ça se forme. Ensuite, il y a le nom m'échappe, ce qui s'exploite en Allemagne. Bref, c'est une tourbe intermédiaire entre le charbon et la tourbe, ce qui est exploité en Allemagne. Ça, on a la houille. Mais bref. Pardon? La houille? Non, la houille, c'est justement l'ensemble des charbons. D'accord. Ce qu'on appelle la houille, c'est le produit fini. En fait, plus c'est vieux, plus il y a de carbone. Parce qu'après, on va jusqu'à l'anthracite. Ça aussi, c'est une houille. Donc, on va jusqu'à l'anthracite et c'est pour ça que ça a du mal à brûler. Ça, vous voyez, le charbon, on le trouve, on dit, le charbon, ça a 300 millions d'années. Il allait me revenir, il ne me revient pas. Ce qu'ils utilisent en Allemagne pour leur centrale thermique, ça a 100, 150, 200 millions d'années. Donc, ça met un certain temps pour se former. Alors ça, c'est pour toute la partie végétale, on va dire. Mais le pétrole, ça met aussi quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Et aujourd'hui, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en une journée, nous consommons ce qu'il a fallu quelque chose comme 11 000 ans pour être formé. En une journée, on consomme 11 000 ans. Donc la Terre est immense, mais elle n'est pas infinie. C'est-à-dire qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole, un jour, il n'y aura plus de charbon, un jour, etc., etc. Et si je rebondis sur ce temps long et temps court, avec le réchauffement climatique actuel, est-ce qu'on observe une accélération de certains phénomènes? Donc là, vous travaillez sur le temps long, mais tout ce qui est érosion, fissure, est-ce qu'il n'y a pas une accélération ces dernières années due au réchauffement climatique? On met tout sur le réchauffement climatique, il faut faire attention. Il y a un réchauffement climatique, c'est indéniable. Mais tout n'est pas que du réchauffement climatique. J'avais entendu une fois Isabelle Autissier
qui disait que s'il y avait des falaises au niveau du Cap Blanc-Nez, c'est à cause du réchauffement climatique parce que la mer monte. La mer monte. Mais ce n'est pas seulement à cause du réchauffement climatique, parce que s'il y a des falaises, ce n'est pas parce que la mer monte. Parce qu'à l'époque, j'avais écrit en disant, mais attendez, 20 km au sud, vous avez le Touquet, et à le Touquet, à 12 km à l'intérieur des terres, il y a Montreuil-sur-Mer. Ça s'appelle sur-mer, aujourd'hui, c'est 12 km de la côte. Ben oui, mais c'est parce que la mer était à Montreuil, du temps d'Henri IV, c'était l'un des plus grands ports de pêche de France. Et si la mer s'est reculée, ça voudrait dire qu'il y a eu du côté du Touquet, le climat refroidi, alors que du côté du Blanc-Nez, le climat, la température augmente. Non, attention, tout n'est pas réchauffement climatique. S'il y a des falaises, c'est parce que le relief permet d'avoir des falaises. Et plus il y a des falaises, plus la mer attaque. Partout, c'est ça. Le réchauffement climatique, là, n'intervient pas. Okay. Maintenant, est-ce qu'il y a des phénomènes qui augmentent? Oui, forcément. Ne serait-ce que l'altération des roches. Vous le savez, on a tous vu quand on fait un peu de physique-chimie, quand il fait plus chaud, les processus physico-chimiques sont plus rapides. Donc, l'altération des roches est plus rapide. Ce qui existe aujourd'hui, j'ai bien aimé dans la question, c'est accélération. Oui, parce que la température monte ou que la température baisse, ça a toujours existé. Depuis toujours sur Terre, ça monte et ça baisse. Il y a eu aussi des moments où la température était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, oui. Mais ce qui semble, j'ai bien dit semble, parce qu'il faut faire attention, ce qui semble particulier à notre époque, c'est l'accélération. Les modifications, oui, mais la vitesse, ça c'est peut-être grave. De même que pour la biodiversité, il y a toujours eu des changements. Mais aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui va vite. Alors j'ai insisté sur le mot « qui semble », parce que est-ce que ce qui s'est passé lors des grandes crises de biodiversité, je ne sais pas, la première à l'Ordovicien, il y a 400 millions d'années à peu près, est-ce qu'on a les outils, est-ce qu'on a la capacité de mesurer les vitesses de ce changement? Non, nos outils ne permettent pas d'être aussi rapides. Donc on dit, aujourd'hui c'est plus rapide que jamais, ça semble, mais est-ce que c'est sûr? Moi je ne vais pas jusqu'à dire c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est grave, c'est la vitesse du changement, parce que ça, on mesure, et donc par exemple pour la biodiversité, mais les organismes ne vont pas avoir le temps de s'adapter, surtout nous, surtout notre taille. Parce que des bactéries, il y en a qui vivent une journée. Donc, vous voyez, le renouvellement, elles peuvent peut-être s'adapter. Nous, on fait à la louche, on va dire sur une génération, mettons qu'on fasse 30 ou 50 ans. Mais on n'aura pas le temps de s'adapter. Ouais. Donc, s'il y a une catastrophe, la biodiversité n'est pas en danger. L'homme est en danger. Le changement est trop brutal pour l'humanité. D'accord, eh bien, écoutez, merci beaucoup Patrick pour cet échange. Mais je vous en prie. C'est vraiment très intéressant. Pour moi. En tout cas, vous habitez une belle région. Ah, bah venez nous voir alors. N'hésitez pas. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus, il est possible de vous retrouver sur la toile. Je recommande personnellement la série Curiosités géologiques de Sciences et Avenir, qui est un véritable tour de France en petites vidéos très ludiques. Et puis on a aussi l'embarras du choix avec les nombreux ouvrages que vous avez écrits et très bien illustrés, comme Histoire secrète de cailloux, ou Le beau livre de la Terre, et comme vous en avez parlé, Merveilleux microfossiles. Bon, et tant d'autres. La parenthèse scientifique continuera après une petite pause musicale avec Santa Feria. Les Canto a la Diferencia, c'est un groupe chilien. Voilà. En ultravioleta, Santa Feria. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Le voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso septiembre con el corazón crecido, de pena y dolor de ver mi pueblo afligido. El pueblo mandó la patria
como señor ministro que se murió la verdad. Hoy día se jura el falso por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad. ¿Y a dónde está la libertad? La Luisa no tiene casa, ni la pana ni pañal. El niño nació en la mano de la que cantando está. Por un reguero de sangre, mañana irá al Cadillac. Hueca amarga nacional. Yo paso septiembre con el corazón crecido de pena y dolor de ver mi pueblo afligido. El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido. La fecha más resaltante, la bandera va a flamear. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y se va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Juega triste nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio, se ofende mi claridad. Cueca larga militar. Yo paso septiembre con el corazón crecido de pena y dolor de ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido. El pueblo amando la patria y la bandera de testigo. El pueblo amando la patria y el emblema por testigo. Et on passe aux actualités scientifiques. Vous reprendrez bien un peu de science? On va commencer par le Salon de l'agriculture qui ouvrait ses portes du 25 février au 5 mars dernier, qui était le rendez-vous annuel pour le monde agricole, mais aussi le public. Cependant, des voix se sont élevées. Salon de l'agriculture ou salon de l'élevage, les alternatives végétales étaient très peu représentées, laissant une large part à la viande et au fromage. Est-ce vraiment l'image qu'il convient de véhiculer alors que la transition agroécologique peine à se faire dans un contexte climatique de plus en plus compliqué pour les agriculteurs ? Veut-on continuer à faire découvrir un monde que l'on connaît déjà ou ne voudrait-on pas y voir la vitrine du changement nécessaire dans le monde agricole ? Et on enchaîne avec l'agriculture sans pesticides. Donc le mois dernier s'est tenue à Paris la restitution de l'expertise collective Agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050, pilotée par l'INRAE. Cette expertise collective a réuni plusieurs chercheuses et chercheurs pendant 2 ans pour plancher sur la question suivante. Une agriculture sans pesticides chimiques est-elle possible à moyen terme, tout en assurant la protection des cultures, sous-entendu avec le même rendement ? 3 scénarios ont alors été proposés pour se passer de pesticides en Europe d'ici 2050. Dans le premier, le but est de renforcer les défenses immunitaires des plantes à l'aide de la modélisation et de la technologie avec par exemple la présence de robots autonomes agissant sur chaque plante. Le second scénario, quant à lui, propose de renforcer autre chose, donc les interactions entre plantes et micro-organismes afin d'avoir des microbiomes sains plus à même de lutter contre les bioagresseurs. Et enfin, un dernier scénario qui propose une approche intégrée, une seule santé, avec la conception de paysages complexes et diversifiés, fragmentés. Des pistes intéressantes donc, mais parfois dans un cadre qui reste trop proche de l'agriculture conventionnelle. Et Julien va nous parler d'une bonne nouvelle cette fois. Oui, alors passons à un milieu différent. Les États membres de l'ONU se sont mis d'accord samedi 4 mars sur le premier traité international de protection de la haute mer. Donc cet accord va permettre de créer des aires marines protégées dans les eaux internationales. Alors ce traité rendra plus facile l'objectif de 30% des océans protégés d'ici 2030,
qui était un engagement pris par les États en décembre dernier. Le traité impose également la mise en place d'études d'impact environnemental pour réguler les activités et prévenir les dommages sur la biodiversité marine. Autre chose, il comportera un mécanisme de partage juste et équitable des avantages issus des ressources génétiques marines de la haute mer, et ce, en faveur des pays en développement. Et enfin, de nombreux engagements de financement pour protéger la haute mer, donc créer ces aires marines, ont été faits à cette occasion. Les promesses se montent à près de 20 milliards de dollars. Merci Julien, et on passe à la dernière nouvelle d'importance, n'est-ce pas Damien ? Et tout à fait, parce qu'on va parler encore du GIEC. Donc le 20 mars dernier était publiée la synthèse du 6e rapport d'évaluation du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Une nouvelle fois, le GIEC tire la sonnette d'alarme et met l'accent sur l'interdépendance du climat, des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi que des sociétés humaines dans la lignée d'une santé unique, ou One Health. Le défi à relever pour maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici 2100 semble désormais compromis, et nous dirigeons plutôt vers un réchauffement probable à 3 degrés d'ici à 2100, sans changement de paradigme. Ouais, bon, ça c'est pas les meilleures nouvelles. On va passer maintenant à l'anecdote scientifique. Et je commencerai cette anecdote en rendant à César ce qui est à César. Cette rubrique est directement inspirée de la façon toujours très illustrée de Patrick de Wever de raconter et d'expliquer. Comme il le dit dans son carnet de curiosité d'un géologue, il n'est pas rare de retenir un fait important par la petite histoire. L'anecdote permet en effet de laisser respirer la réflexion ou d'ancrer une idée par le biais d'une émotion. Cela étant dit, je vous propose une petite anecdote printanière, puisque reviennent les beaux jours. C'est la saison des amours et la saison des allergies. Aujourd'hui, zoom sur le châtaignier, arbre emblématique de l'Ardèche, même s'il faudra attendre encore un peu avant d'admirer sa floraison. Celui-ci possède à la fois fleurs mâles et fleurs femelles sur un même arbre. La fertilisation des fleurs femelles aboutissant aux délicieuses châtaignes que nous attendons tous avec impatience à l'automne. Mais attention, le châtaignier ne peut pour autant s'auto-fertiliser pour des raisons de diversité génétique. Il a ainsi besoin d'être à proximité d'un confrère d'une autre variété. Bien qu'il produise une quantité gigantesque de pollen, ce n'est pas par le vent que la fertilisation se fait. Un indice, leur odeur. Ce parfum suave, typique de la floraison des châtaigniers, est bel et bien là pour attirer les gourmands, à savoir les insectes. Et encore une fois, attention au raccourci. Ce n'est pas aux abeilles que nous devons nos crèmes de marron. En effet, le châtaignier a mis en place une stratégie très spéciale. Ses fleurs mâles et femelles sont quasiment identiques, à la différence que les femelles ne contiennent pas de pollen, dans le but de flouer les insectes. Ceux-ci, qui sont allés visiter en avance les mâles tout englués de grains collants, viennent retrouver les fleurs femelles et s'en retournent bredouilles. Attention, tous les insectes ? Et non, les abeilles ne sont pas dupes au stratagème, elles parviennent à les différencier. En revanche, les coléoptères, comme les coccinelles ou les scarabées, se laissent quant à eux berner et permettent de fertiliser les fleurs femelles. Moralité, si vous souhaitez planter des châtaigniers dans votre jardin et vous assurer une belle récolte, pensez à avoir au moins 2 variétés différentes et de favoriser la biodiversité des insectes avec, par exemple, des haies. Mettre des ruches ne sera en revanche pas d'un grand secours dans cette optique, mais les amateurs de miel y trouveront leur compte. Au fait, connaissez-vous la différence entre une châtaigne et un marron ? Julien, Damien ? J'ai toujours un doute. Alors, quand vous ouvrez une bogue, vous trouvez à l'intérieur soit plusieurs petits fruits, comme souvent dans les variétés sauvages, ou alors un seul bien gros et bien rond, très prisé des castanéiculteurs. C'est ce qu'on appelle un marron. Une belle châtaigne bien dodue, en somme. Attention à ne pas confondre avec les marrons d'Inde issus d'un autre arbre, le marronnier d'Inde, et fortement déconseillé à la consommation car très toxique. Voilà, c'est tout pour l'anecdote scientifique. Maintenant, on va passer aux actualités de la Fondation et ça va envoyer. Vous reprendrez bien un peu de science ? Alors, merci Manon. En première actualité plutôt, notre prochaine conférence qui aura lieu le mercredi 5 avril à 18h au cinéma Le Navire, donc à Valence. Et nous recevrons Stéphane Pess, directeur de recherche en écotoxicologie microbienne à l'INRAE, et Wilfried Sanchez, directeur de recherche sur les contaminations microbiennes en milieu marin à l'Ifremer. Alors, ils viendront nous parler des résultats de l'expertise scientifique collective sur les pesticides et leurs impacts sur l'environnement.
Et on continue ce mois-ci. Attention, save the date. Le 26 avril, nous aurons une table ronde sur l'engagement du chercheur. Et oui, dans un contexte de changement climatique et de pollution grandissante, les chercheurs en santé et environnement sont aux premières loges pour se rendre compte de l'urgence. Dans ce contexte, peuvent-ils ou même doivent-ils mettre leur expertise au service d'une cause ? S'ils le font, comment concilier l'objectivité nécessaire aux chercheurs avec cet engagement ? Venez découvrir toutes ces interrogations qui secouent le monde de la recherche avec des invités de choix. Et enfin, le mois prochain, le 23 mai 2023, nous co-organisons une nouvelle fois Pint of Science avec le café associatif de Valence, le Cause Toujours, qui est une institution dans cette ville. Et nous repartons pour une pinte de science cette année, où vous plongerez avec nous dans un monde que nous côtoyons, mais qui nous reste pour autant inaccessible et invisible, celui des micro-organismes, que ce soit ceux de notre corps, ou bien ceux présents dans l'eau ou dans le sol. Pour en savoir plus, rendez-vous mardi 23 mai de 18h30 à 20h30 au Cause Toujours, 8 rue Gaston Rey. Les inscriptions seront possibles ce mois-ci pour une modique somme de 2 €. Voilà, et pour finir, nous revenons sur notre plus grosse actualité des prochains mois à la Fondation, à savoir nos 10 ans. Alors, nous les fêterons le 7 juin de 14h à 20h au Jean-Louis Saloon à Saint-Marcel. Alors au menu, je ne vais pas trop vous en dire, mais des animations, des expériences avec des savants fous, plus ou moins, et des parcours scientifiques. Suivez-nous et vous en saurez bientôt beaucoup plus. Merci Julien, merci Damien. Merci. Merci Clément. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle parenthèse scientifique. Bon mois à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin ? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.